Si je suis pas météorologiste, si je suis pas un spécialiste en pluviométrie, je suis pas con non plus. Météo du jour, bonjour. Alors je vous montre, parce que chez nous ça pleut chèche. Ouais, ça pleut sec. C'est bizarre ces nouvelles pluies en poudre comme ça. C'est curieux, vraiment. La végétation est bien dense. Quand je vais dans mon jardin, je m'enfonce. C'est vraiment étrange toutes ces nouvelles pluies comme ça qui sont censées ne pas arroser. Pourquoi serait-il immoral de commercialiser l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Vous payez bien votre assurance santé. Ce n'est pas parce que l'eau est la vie qu'elle ne doit pas avoir un prix. T'inquiète, ça va bien se passer. Franchement, quand je vois les litres de flotte que vous osez déverser sur les manifestants, je peux vous dire que vous n'avez pas intérêt à nous faire chier avec la restriction d'eau pour cet été. En fait, c'est maintenant que tout va commencer. Le CO2, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, qui se cache derrière? Est-ce que le vrai problème, c'est pas juste le dérèglement du cycle de l'eau, majeur, massif, partout, où tu as deux responsables, tu as nos villes et nos campagnes, tu as nos modes agricoles qui ont complètement détruit les sols ne sont plus capables d'absorber l'eau, et tu as nos villes qui ont complètement imperméabilisé les sols, c'est-à-dire que on n'a plus qu'un grand cycle où tu as de l'eau qui précipite, elle ruisselle, elle peut absolument pas pénétrer, et elle finit 2 fois plus vite dans un cours d'eau, ça augmente les vitesses, ça finit à l'exutoire, et finalement tu recrées une boucle. Et je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas? Mais pour réussir à préparer cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce, et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Macron est en train d'échanger notre eau contre des hydrocarbures. C'est pour ça qu'on est en train de vous gonfler depuis le mois de mars avec la sécheresse. We campaign with the plan. Uppercase T, uppercase P, the plan. And then the environment is such that we're expected to defend the plan. Qu'est-ce que ça signifie? On a demandé au sénateur Alain Houpert, bonjour Alain Houpert, vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors maintenant, ça va être l'eau, demain on va changer l'air contre, je ne sais pas moi, du gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Révélé par Marianne et par une question d'actualité
à l'Assemblée nationale. Non, ce ne sont pas des conneries. Il y a bien de l'eau qui a été échangée contre du pétrole avec l'Arabie Saoudite. Et Marianne, c'est pas un journal non, dont on doit se méfier, c'est un journal d'investigation. Tout à fait. Et puis c'est très détaillé parce que c'est 19 tankers de 200 000 mètres cubes par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer et 48 tankers de 80 000 mètres cubes qui partiraient de Martigues. Et 4 par jour, vous dites? Par jour. Par jour. Et 4 milliards de mètres cubes, c'est la consommation annuelle des Français. Exporter de l'eau douce issue de rivières françaises, contre des hydrocarbures du Moyen-Orient ou d'Afrique. On parle de 19 tankers de 200 000 m3 par jour qui part de Fos-sur-Mer, et de 48 tankers de 80 000 m3 qui part, de Martigues. On est sur des quantités d'eau absolument phénoménales. Et pendant ce temps, on nous contraint à économiser l'eau, à ne pas prendre des douches trop longues, voire de se laver à plusieurs, de ne pas arroser nos jardins, de ne pas remplir nos piscines pendant l'été, ou autre leçon de morale écologique. Ça a été confirmé à l'Assemblée nationale. Gabriel Amar, de la France Insoumise, a posé la question au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a confirmé que des pourparlers étaient en cours. Le magazine Marianne a publié une enquête pour le moins édifiante. Alors que nous venons de connaître une terrible sécheresse, alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées, alors que les agriculteurs ont besoin d'eau, la présidence de la République envisagerait rien de moins que de troquer 4 milliards de mètres cubes d'eau par an contre des hydrocarbures. Donc la France échangerait de l'eau française contre du pétrole saoudien. D'accord. En pleine période de sécheresse. D'accord. Bon, bien sûr, c'est pas la France qui va échanger de l'eau, c'est des entreprises privées. Faut bien vous prendre un petit peu d'argent au passage. Résumons l'affaire. Après des réunions en petit comité, l'Élysée semblerait envisager d'exporter l'eau utilisée par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Aujourd'hui, cette centrale fonctionne à 50%. L'étang de Berre ne pouvant absorber plus de volume, au risque de voir son écosystème remarquable mis en péril. Il n'est donc pas envisageable de multiplier par 2 le volume transitant par ce barrage, sauf à étudier sérieusement l'utilisation de l'eau pour des usages indispensables aux habitants et à l'agriculture. Alors, Christophe Béchu, c'est le secrétaire général du groupe Horizon de la majorité présidentielle. Le groupe Horizon, il a été créé en 2021 par Édouard Philippe, votre personnage politique préféré. D'accord. Édouard Philippe, il a quitté son poste de Premier ministre en 2020. Il a créé Horizon en 2021, un an avant les présidentielles. C'est 25 députés à l'Assemblée nationale quand même. Et puis il est devenu administrateur d'Atos. Atos, c'est le leader européen de la sécurité numérique. C'est une entreprise du CAC 40. D'accord. C'est l'un des 10 leaders mondiaux des entreprises informatiques. D'accord. Atos, c'est des actionnaires comme BlackRock et The Vanguard Group. D'accord. Ajoutez à cela, Édouard Philippe, c'est votre personnalité politique préférée. D'accord. C'est la relève d'Emmanuel Macron. D'accord. C'est le futur barrage à l'extrême droite. D'accord. 4 milliards, oui. Et là, vous dites combien par jour, donc 18 tankers et 48 tankers. Donc c'est détaillé, donc c'est pas une rumeur, Vous savez, la rumeur, l'histoire de la cocotte minute, c'est très facile de bien sûr. Donc on veut échanger des ressources naturelles contre des ressources vitales. À toutes ces communes rurales qui sont livrées par des citernes, que on va envoyer des tankers en Arabie Saoudite, en Moyen-Orient, consommer des ressources vitales, c'est on marche sur la tête, on déraisonne. Donc ça me fait penser à Victor Hugo et Fantine, la mère de Cosette, qui vendait les cheveux
et ses dents pour le donner aux Thénardier. Donc, et ça me fait penser aussi à la phrase de Coluche, parce qu'on n'est pas gouverné, on est administré par un chef d'État qui administre des humains comme des choses. Coluche disait donner le désert à un technocrate, au bout de 5 ans, il va acheter du sable. On est là-dedans, on creuse, on creuse, on creuse. C'est pour ça qu'on met des bassines un petit peu partout pour pomper la nappe phréatique. C'est pour ça qu'on en fait d'autres pour protéger certains agriculteurs. Bah oui, pas tous, hein. Juste certains. Je tiens à dire un mot en tant que militante et en tant que médic. Bien évidemment que je soutiens Serge, parce que j'ai essayé de le sauver pendant 2 heures. Je vous jure que c'était le moment le plus dur de ma vie en tant que street médic. Et pourtant j'ai vécu les gilets jaunes. J'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras, comme les autres médics qui étaient avec moi, qui ont été plus que traumatisés. Pendant que les gendarmes osent dire après que c'est eux qui lui ont sauvé la vie. Ils osent dire qu'après que M est allé tout seul à l'hôpital alors qu'il était à 3 heures de route et qu'il se vidait son sang. Non, non, on a essayé pendant 2 heures de lui sauver la vie. Et eux, ils bloquaient les secours, ils bloquaient le SAMU. Il a fallu l'intervention de la LDH, qu'aujourd'hui qui est menacée de dissolution par Darmanin. Je serai là pour chaque blessé, je serai là pour chaque personne qu'on enterrera à cause de la police. Je suis probablement une terroriste. Vous êtes tous des terroristes. Et moi, je demande, et vraiment sincèrement, qui a des armes de guerre? Qui les vend? Qui les vend au monde entier? Moi, je vous dis pas mon malaise de voir des gendarmes encadrer la manif aujourd'hui quand ils ont essayé de tuer des gens à Sainte-Soline, et je le dis. Ils ont essayé de tuer des gens avec des armes de guerre. Et ils ont empêché les secours de venir alors que quelqu'un était en train de mourir dans mes bras et qu'on a appelé pendant 2 heures les secours. Je vous dis pas mon malaise qui sont là aujourd'hui et qu'on a un tel encadrement de forces de l'ordre aujourd'hui. Et c'est pas des forces de l'ordre d'ailleurs. Qui se dirige vers les méga-bassines. On accélère. Moi, je pense qu'il y a comme une odeur de fin du monde partout dans le pays et partout sur la terre et que les gens décident qu'il faut faire quelque chose quoi, devant ce capitalisme fou. Il est temps de dire non. Et t'es prêt à aller au contact pour ça, toi? Ouais, carrément. Avec joie et bonne humeur. Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents. Mike, qui tire pas, dis-leur tout de suite qu'ils tirent pas sur le roche. Ce n'est jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues et à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient. Eh putain, mais ils tirent, ils sont tôt quoi. C'était pas le bon cortège. Levons un doute, l'origine du projectile qui a touché Serge D. D'après le rapport des gendarmes daté du 27 mars, je cite, « Aucun élément ne permet à ce stade de déterminer l'origine de leurs blessures ». Rapport qui évoque les blessures de Serge D et de Michael. Et s'agissant de Serge D, eh bien c'est faux. On peut déterminer d'où vient le tir. Sur ces images au drone de Johanny Le Mercier, révélées par Libération et qu'on s'est aussi procuré, le projectile qui a touché Serge D vient bien des forces de l'ordre. Ici, la bassine, tout autour et devant les gendarmes, et ici la première ligne du cortège où se trouvait Serge D. Et regardez, ce projectile, parti de la bassine défendue par les gendarmes, atterrit sur un manifestant en casque blanc, casque détruit par l'impact, le manifestant s'effondre. Quelques secondes plus tard, on voit 4 personnes le porter et l'éloigner de la première ligne. Ces images correspondent à la photo de Serge D prise au moment de son évacuation. C'est l'effroi. Moi, je ne pensais pas qu'en France, on en était là, dans la nouvelle stratégie de maintien de l'ordre, d'être capable, comme ça, froidement, plusieurs jours à l'avance, d'imaginer une stratégie qui allait consister à dire on va les laisser venir. Une fois qu'ils seront à portée de canon, on les arrosera largement et sans aucun discernement. Parce que là, ce que ça montre, c'est la première ligne. Mais ce genre de projectile, on en a retrouvé à près de 220 mètres de la ligne. Et dans les images choquantes également, il y a ces quads qui tirent à coups de LBD dans la partie de la manif qui est la plus pacifique, voire même sur les zones où il y a prise en charge des blessés, avec des élus en écharpe qui sont là pour protéger. Et en fait, moi, ce qui m'est insupportable dans cette histoire, c'est les mensonges d'État.
Ce qui m'est insupportable là-dessus, c'est que Darmanin et sa bande soient pas capables d'admettre leur tort et d'admettre qu'ils ont commis une erreur démocratique, une stratégie de maintien de l'ordre complètement lamentable et pas du tout en adéquation avec ce qu'est notre démocratie, et qu'il y a de l'énergie aujourd'hui développée par un général Rodriguez pour développer ce genre de doute que non, ça ne tomberait pas, qu'éventuellement ça serait un caillou qui serait tombé des camarades, quoi. Je trouve ça abject. Je trouve ça abject, et de plus en plus quand je pense à cette chaîne de commandement, c'est le terme de monstre, c'est le terme de bourreau qui me vient à l'esprit. Et puis avec d'autres sobriquets, voilà, mais ça ressemble vraiment aux heures les plus sombres de l'histoire du maintien de l'ordre en France. Vous savez ce qui s'est passé avec les usines Coca au Mexique, qui pompaient dans la nappe phréatique? Maintenant, au robinet, il n'y a plus d'eau, c'est de la terre. Ce qui fait que dans les stations-service et partout aux alentours, il n'y a que du Coca. L'eau est à prix d'or. Écoutez bien, l'eau est à prix d'or. Les bébés boivent du Coca dans leur biberon. Il n'y a jamais eu autant d'enfants avec les dents carriées. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous réservez à vos enfants. Et vous, messieurs les policiers, elle va vous servir à quoi votre matraque avec vos robinets, quand vos enfants crèveront là de soif, hein, et que vous pourrez plus les laver? Vous participez à la destruction de notre pays. Ah là là, c'est bien d'avoir un cerveau. C'est encore mieux de s'en servir. Et maintenant, ils s'en prennent à nos ressources naturelles. Vous qui êtes payés avec nos deniers grassement, vous dites haut et fort, faites donc un effort, petites gens. Vous les députés, les petites salopes de Macron, qui, avouez-le, prenez le peuple pour des cons. Je demande à Coca de stopper le pompage dans la nappe phréatique et d'acheter de l'eau de ville. Écoutez ce qui se passe dans l'Essonne. Le maire communiste de Grigny, Philippe Rio, vient de faire plier le géant Coca-Cola. L'usine Coca-Cola de Grigny produit chaque année près de 600 millions de litres de soda. Des boissons essentiellement composées d'eau, que l'industriel va puiser à 100 mètres de profondeur, directement dans la nappe phréatique. Je m'appelle Philippe Rio, maire de Grigny. Grigny est une ville d'eau. Il y a la Selle qui coule à Grigny. Il y a les eaux de Paris qui traversent Grigny. Et puis on a même une nappe phréatique qui est utilisée par un industriel qui s'appelle Coca-Cola. En fait, ce lac, c'est la remontée de la nappe phréatique de bord de Seine. Coca-Cola pompe dans la nappe à plusieurs centaines de mètres sous nos pieds et utilise donc par autorisation préfectorale depuis l'installation de Coca-Cola en 1986 pour son breuvage mondialement connu. Toutes les villes, nous avons compris que le changement climatique s'accélérait et qu'il fallait changer nos modèles. Nous passons notre temps à demander aux habitants de consommer moins d'eau, aux villes d'utiliser moins d'eau pour l'entretien des espaces verts. Nous demandons aux agriculteurs de faire attention à l'utilisation de l'eau. Et dans cette période d'accélération du changement climatique, de sécheresses qui vont être de plus en plus puissantes, rapprochées, Comme vous pouvez le voir, pluie de sécheresse sur l'ensemble du territoire et ça va continuer puisque nous sommes en alerte sécheresse. Et également, comme vous pouvez le constater, température caniculaire comprise entre 12 et 20 degrés sur l'ensemble du territoire. Mais le pire, c'est quand même dans le bassin méditerranéen où il y a jusqu'à 18 degrés. À 18 jours du mois de juin, ça ne s'est jamais vu. Des températures aussi hautes et surtout une pluie qui n'irrigue rien. Elle n'arrive pas, cette pluie, à remplir les nappes phréatiques. Elle n'arrive pas à nous arroser. Moi, dans mon jardin, j'ai les pieds dans la boue, mais ce n'est pas suffisant. Non, non, attention, n'écoutez pas les complotistes qui vous disent que c'est suffisant et qu'il pleut suffisamment. C'est faux, c'est faux. Écoutez ce que vous dit votre cher monarque et ses sbires. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Le dormeur. Pas bien, merci.
Mère Nature n'est pas très coopérative, hein, parce qu'elle pleut, hein, elle pleut trop, hein, elle va à l'encontre du discours de nos monarques et de ses biens. Ça va pas du tout, ça. Non, Mère Nature, c'est pas bien. Il faut arrêter de pleuvoir comme ça. On a des yeux. On a tous constaté qu'il y avait une pluie vitaminée qui était tombée ces 4 dernières semaines. 27 cm d'eau exactement. Mais on a quand même des journaux comme Libération qui nous font ce genre de titres et qui nous expliquent que les 27 cm d'eau qui sont tombés ces 4 dernières semaines ont été complètement absorbés par la végétation, c'est-à-dire par vos pelouses et par vos arbres. D'accord. Bien sûr, les nappes phréatiques n'en ont pas du tout profité et nous vivrons une sécheresse terrible cet été. Le Figaro, on peut lui faire confiance. D'ailleurs, c'est le journal qui a touché le plus de subventions en 2021. Vous pouvez aller sur le ministère de la Culture, sur le site du ministère de la Culture, ou consulter la publication que j'ai faite sur mon compte Nico des 4queues 2, sur laquelle j'énumère la liste des 460 journaux qui ont bénéficié, qui se sont partagés ces subventions d'une hauteur de 65 millions d'euros. D'accord. Donc derrière Libération, qui a touché une subvention de 5 millions d'euros, on a quand même La Croix qui a touché 4 600 000, on a Les Échos qui ont touché 1 300 000, l'Humanité 4 600 000, Le Monde 1 200 000, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, L'Opinion 2 millions, Ouest France 2 400 000, bref, des journaux en qui on peut faire confiance. People often ask us, where does the fluoride come from that they add to the drinking water? And I'm afraid the sad response is, an accurate response is, it is not pharmaceutical grade fluoride. It's not the same kind of fluoride that we get in toothpaste or other dental products. Why don't they use pharmaceutical grade? It would be too expensive to use pharmaceutical grade. Okay, so what do they use? They use a waste product, a hazardous waste product, from the phosphate fertilizer industry. For about 100 years, the process for making soluble phosphate to use as a fertilizer is to take insoluble phosphate rock, dig up that rock, and then add concentrated sulfuric acid. And that reaction between those two chemicals puts off two very toxic gases, hydrogen fluoride, HF, and silicon tetrafluoride, SiF4. And over the 100 years, many examples of severe poisoning of the local environment. The fluoride gases and dust falls on the grass, the cows eat the grass, it cripples the cows, ruins their teeth and so on, and the EPA required the phosphate fertilizer industry to put a scrubber on, a spray of water. And that spray of water converts these two gases, hydrogen fluoride and silicon tetrafluoride, to a new substance called hexafluorosilicic acid, H2SiF6. Now, this is where we get to the bizarre point. They can't dump this scrubbing liquor containing hexafluorosilicic acid into the sea by international law. They can't dump it locally because it's far too concentrated and corrosive. But if they sell it to somebody, if somebody is willing to buy this, it becomes a product. Under hazardous waste regulations, if the chemical industry can sell a hazardous waste product, it then becomes a product. And for the chemical industry, that makes sense. And for the EPA, it makes sense for industry to be recycling its toxic chemicals rather than dumping them somewhere. But in this case, it doesn't make sense at all because it allows the public water suppliers, when they buy this stuff, it becomes a product, then they put it in the drinking water, and we're exposed to it. With
less oversight than there would be if it was treated as a hazardous waste. There's another issue that the hexafluorosilicic acid has in it, in the process of making it, other contaminants, arsenic, lead, mercury, even traces of radioactive isotopes. And the question to any decision maker in the public is, do you really want trace amounts of these materials, especially when the EPA says about arsenic and lead, there are no safe levels because they are human carcinogens. So any level of arsenic exposure, any level of lead exposure potentially will increase cancer rates in the United States. And that's why to many people it's unpalatable to be drinking what has originated as a hazardous waste product from the phosphate fertilizer industry. Moi, je suis légitime de me battre pour cette terre. Regardez ce que vous faites à la forêt. Vous n'avez pas honte. La forêt pleure à cause de vous. Regardez. Ils ont jeté directement de lacrymogène sur nous pour qu'on file. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ils rasent nos forêts. Pour le peuple guyanais et rotaire, le peuple premier, nous les Kalignaks. Les Kalignaks! Les Kalignaks! Là, on a bloqué le chantier, là. La machine, elle est au milieu, là. On est désolé d'en arriver là, mais là, c'est plus possible, quoi. Voilà, on peut pas dire que ça, c'est un projet vert. Et ça, c'est révélateur d'un défi difficile à résoudre pour la Guyane, passer à l'énergie verte, tout en préservant l'Amazonie et les terres autochtones. On nous fait passer pour les méchants qui veulent cramer la forêt. La réalité factuelle et objective, c'est que nous sommes un des territoires européens, pas que français, les plus en avance en matière de développement d'énergie renouvelable, mais que malheureusement, 98% du territoire guyanais est recouvert par de la forêt, dont 94% par de la forêt primaire. Donc on n'a pas d'autre choix que de défricher lorsqu'on veut faire des équipements structurants. C'est vous qui détruisez la forêt. Vous n'êtes pas obligé. Allez, vas-y, toi, avec ton arme, tire. C'est pas l'intérêt de tirer, ok? On n'est pas là pour nous. C'est pas le seul projet non plus de déforestation, hein. On a eu le projet biomasse, c'est-à-dire couper de la forêt, brûler des arbres, en faire de la biomasse, même à barrage hydraulique, hein, un fort impact sur l'environnement, puisque là c'est 370 km² de terre qui ont été ennoyés, qui ont rejeté énormément de méthane pendant la mise en eau. C'était pendant les premières années plus de 50% des émissions de la Guyane. À un moment où il est à la mode de parler de réchauffement climatique, de préservation des espaces forestiers, on observe qu'en Guyane, qui représente 50% de la biodiversité française, on a encore ce genre de projet qui n'a aucun sens. La Guyane, ça fait la taille du Portugal, c'est pas l'espace qui manque, on parle là que de 78 hectares. Ça, c'est des beaux arbres, quoi. Voilà. Et bien, tout ça, ça va disparaître si on fait rien, quoi. Donc c'est de l'eau qui appartient à qui, cette eau-là? Elle appartient à la nature, mais en fin de compte, elle est réservée pour l'industriel. Benoît est éleveur de moutons. Le propriétaire du terrain de Benoît est une multinationale. Elle pompe l'eau du sous-sol pour produire 1,850 milliard bouteilles d'eau minérale par an, sous les marques Vittel, Contrex ou Épar. Le business représente 1 milliard de chiffre d'affaires pour le géant suisse Nestlé Waters. Après avoir fait la prospérité de ses agriculteurs et de ses habitants, l'or bleu du sous-sol est devenu la source des problèmes d'une région en plein désarroi. Dans les vergers où pâturent les moutons de Benoît, les points d'eau ont été condamnés. Chaque jour, il se soumet à un rituel dont il aimerait bien se passer. Des milliers de kilomètres pour aller chercher de l'eau dans une région gorgée de pluie. Une fois par jour l'hiver, et jusqu'à 4 à 5 fois l'été, il doit remplir cette citerne de 1000 litres qu'il transporte dans sa voiture. Cette eau, puisée dans la petite fontaine d'un village, est destinée à abreuver ses 500 brebis. Il y avait l'eau à 1,50 m.
mais on n'y a pas accès. L'éleveur tient à me montrer un des puits dans lequel il a interdiction de puiser de l'eau. Encore un peu d'escalade. Donc là, ici, il y a un puits, donc il est fermé. Donc nous, on est très respectueux. J'aurais pu, d'un coup de godet de tracteur, l'enlever et puis pomper dedans. Mais comme c'était interdit, on a respecté. Voilà. Ça, c'est assez... C'est un puits qui avait une éolienne pour abreuver les animaux. On voit l'eau là à 1,50 m. L'eau est là, mais interdit. Donc c'est de l'eau qui appartient à qui, cette eau-là? Elle appartient à la nature, mais en fin de compte, elle est réservée pour l'industriel. C'est ce qui nous fait réagir en tant qu'habitants, en tant que paysans. Voilà. Aujourd'hui, après 6 ans de travail, Benoît a décidé de quitter la région de Vittel. De tout laisser derrière lui. La voix de l'eau, la nuit commencement, nuit fin. Secrétaire d'État chargé de l'écologie, et qu'il n'y a pas longtemps, il y a quand même des copains à nous qui sont pris des grenades lacrymogènes, voire plus, que Serge est toujours à l'hôpital, et qu'on se rappelle de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On était aussi venus pour lui dire que nous, le projet de méga-bassine, c'est non, et que nous, l'écologie, justement, c'est autre chose que l'écologie qu'il nous propose, c'est-à-dire la répartition de l'eau toujours pour les plus gros irrigants, c'est-à-dire ne pas prendre en compte l'enjeu climatique tel qu'il est. Donc Bérangère Couillard a annulé sa visite. Un mois après la méga-bassine de Sainte-Soline, les soulèvements de la Terre déclenchent une marée militante pour s'opposer au projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres. Une coulée de bitume recouvrant 400 hectares de terre pour gagner entre 12 et 30 minutes de trajet. Un chantier à 600 millions d'euros.